L'INSEP vous présente les acteurs de l'ombre. La performance de haut niveau ne se réalise pas seule. Chaque sportif soulevant un trophée sur les marches d'un podium a été porté au nu par un travail d'équipe. Si l'importance d'un entraîneur ou d'un préparateur physique est bien connue de tous, d'autres protagonistes exercent, eux aussi, bien en dehors de l'éclat des projecteurs, des missions d'une importance capitale pour le haut niveau. Ils sont médecins, techniciens, administratifs, scientifiques, cuisiniers, bref, une myriade de professionnels réunis dans un unique but, apporter chacun sa pierre à l'édifice que constitue le projet sportif de chaque athlète. Bienvenue à l'INSEP, nous vous présentons les acteurs de l'ombre. Épisode 19, Jérémy Roubin, secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage. Le dopage, oui, c'est un sujet important qui exige une lutte incessante pour le contrer, et pour cela existent des instances. Et c'est au secrétaire général de l'AFLD, Jérémy Roubin, que je vais poser quelques questions, afin d'en savoir davantage sur le dopage, sur les processus de lutte antidopage et sur le fonctionnement de l'agence. Jérémy, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors Jérémy, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous allons parler de l'AFLD, l'Agence française de lutte contre le dopage. Et pour commencer, je vais bien entendu te demander de bien vouloir présenter l'agence. Quelle est son histoire et surtout à quoi sert-elle ? Alors merci beaucoup, ça m'offre l'occasion de présenter effectivement l'agence, l'AFLD, Agence française de lutte contre le dopage, qui a été créée en 2006 et qui a vocation en fait à s'occuper de tous les pans de l'activité antidopage, de la prévention, de l'éducation jusqu'à la répression et la sanction. Donc elle est créée en 2006. Alors c'est pas totalement une nouveauté en réalité en 2006 puisqu'il existait en quelque sorte l'ancêtre de l'AFLD qui était le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage qui lui-même a été créé quelques années auparavant en 1999. Alors pourquoi 1999 ? Parce que pour ceux qui suivent le sport, c'est une date assez frappante en matière d'antidopage. C'est notamment juste après le scandale de l'affaire Festina sur le Tour de France, le vote d'une loi, la loi Buffet, du nom de la ministre des Sports de l'époque, qui justement veut mettre fin au dopage après ce scandale qui avait éclaboussé l'un des plus grands événements sportifs en France. Donc en 2006, l'Agence française de lutte contre le dopage, elle prend la suite de ce conseil et elle va étendre ses compétences progressivement. Alors, au fur et à mesure des années, c'est progressivement d'abord des contrôles antidopage qui sont les plus connus, puis ensuite en 2021 des pouvoirs d'investigation antidopage et également en 2021 une vraie compétence en matière d'éducation et de prévention des sportifs mais aussi de leur entourage. Et donc aujourd'hui, en 2024, c'est une agence qui compte environ une cinquantaine de personnes dans ces différents métiers qui vont de l'éducation-prévention jusqu'à la répression, c'est-à-dire à la fois des personnes qui sont chargées de délivrer des messages aux sportifs, à leurs entourages, mais aussi des investigateurs pour les enquêtes, des juristes qui suivent évidemment les dossiers disciplinaires et les coordonnateurs antidopage, des personnes qui ont une vraie expertise sportive. Donc c'est vraiment des effectifs assez étoffés, mais aussi assez divers de par leur parcours professionnel et leur centre d'intérêt sportif. Donc l'AFLD aujourd'hui, c'est cette cinquantaine de personnes qui couvrent toutes les disciplines sportives en France, qui prononcent l'ensemble des sanctions antidopage depuis maintenant quelques années, en lieu et place des fédérations sportives, et qui surtout est l'Organisation nationale antidopage pour la France et qui donc a de nombreuses coopérations avec ses homologues dans le monde entier, à la fois en Europe mais aussi dans le monde entier, puisque la lutte antidopage elle a la chance d'être vraiment uniformisée au niveau mondial. Alors justement, restons sur cette thématique de la lutte au niveau mondial. Il existe un code mondial antidopage, donc j'imagine qu'il existe un équivalent de l'AFLD dans chaque pays. Est-ce que l'AFLD collabore avec des partenaires internationaux ? Donc en clair, est-ce que la lutte antidopage est globalisée ? Est-ce que chaque agence de chaque pays serait en quelque sorte une antenne locale ? Alors effectivement, la particularité depuis un quart de siècle en matière d'antidopage, c'est que la lutte, elle s'opère au niveau mondial. Justement, à la suite d'un constat assez simple, c'est que les grandes compétitions internationales attirent des sportifs du monde entier et que par conséquent, il faut que tous les sportifs partent avec les mêmes contraintes et les mêmes exigences en matière d'antidopage pour que la compétition soit équitable. Donc ce constat ayant fait un large consensus justement après l'affaire Festina en 1999, dans le sillon de ce scandale, quelque chose de positif, j'allais dire, en ressort, c'est la création de l'Agence mondiale antidopage et donc du Code mondial antidopage. Et ce système, il est assez simple. Il y a un corps de règles à l'international, c'est-à-dire les mêmes substances sont interdites, les mêmes règles sont prévues pour les procédures, les mêmes exigences portent sur les organisations antidopage. Et à partir de là, dans les différents pays, on va décliner
ces règles mondiales. Donc ça veut dire effectivement qu'il y a dans quasiment tous les pays des organisations nationales antidopage, et dans tous les sports, la fédération internationale, elle est signataire du Code mondial antidopage. Ça veut dire que cette fédération internationale, elle va s'occuper de l'antidopage vraiment pour le très haut niveau. Et ensuite, les organisations nationales antidopage dans les différents pays, elles vont prendre le relais pour les sportifs de haut niveau, les sportifs qui notamment vont aller dans les compétitions internationales, parfois aux Jeux olympiques ou paralympiques, mais également, et ça c'est une spécificité française, à l'égard des sportifs amateurs, y compris d'un niveau régional ou local, ou même de sportifs plus irréguliers dans leur pratique sportive. Donc, le modèle français, là où il s'est en quelque sorte branché sur le système international, c'est qu'à la fois, il respecte les règles internationales, comme dans tous les pays, et en même temps, il assure cette protection des sportifs, quel que soit leur niveau de pratique dans les compétitions et hors compétition, puisque c'est ça aussi qui fait la nouveauté ces dernières années de l'antidopage, c'est que ce n'est pas simplement des contrôles pendant les compétitions, c'est aussi des contrôles hors des compétitions, et on en a déjà parlé, mais aussi les investigations au-delà des contrôles. Donc ça s'est bien étoffé. On peut toujours dire, mais finalement, est-ce que ces règles mondiales qui sont dans le Code mondial antidopage, elles sont appliquées de la même manière partout dans le monde ? J'ai tendance à penser que oui, et de plus en plus, pour une simple et bonne raison, c'est que l'Agence mondiale antidopage, c'est notre régulateur mondial. C'est lui qui va vérifier dans chaque pays que les règles prises par les gouvernements, prises par les fédérations nationales, qui sont mises en œuvre à travers les procédures des organisations antidopage, elles sont bien respectées et elles sont les mêmes. Alors parfois pour certains pays ça aboutit à des procédures de sanctions, puisqu'il y a certains pays qui sont mis à l'index en quelque sorte. Ils sont en quelque sorte bannis de la communauté des signataires lorsque l'Agence mondiale antidopage, elle estime qu'il y a de tels écarts avec les règles mondiales et la procédure imposée par l'Agence mondiale antidopage qu'il faut en quelque sorte les bannir du système mondial antidopage. Ça a des conséquences très concrètes, c'est que quand vous êtes exclu par l'Agence mondiale antidopage, les sportifs du pays par exemple ne peuvent plus aller aux Jeux, ils ne peuvent plus aller dans les grandes compétitions internationales. L'Agence antidopage nationale, elle est exclue en quelque sorte par rapport aux autres signataires du Code mondial antidopage. Donc c'est un très fort aiguillon pour que tout le monde soit au niveau, parce que la sanction elle est très forte et on voit bien, elle jette une sorte d'opprobre sur non seulement l'organisation antidopage mais aussi tout le milieu sportif du pays. Donc c'est vraiment au fur et à mesure, année après année, que l'Agence mondiale antidopage, elle a vérifié progressivement que toutes les règles étaient mises en œuvre dans les pays, mais également qu'elles étaient en pratique bien suivies. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle ? Est-ce qu'on fait bien de l'éducation vis-à-vis des sportifs ? Est-ce que les sportifs, pour la même substance, ils vont globalement avoir la même sanction, qu'ils soient au Pérou, au Japon ou au Canada ? Donc c'est un système de contrôle de tous les jours qui fait que en 25 ans, c'est à peu près maintenant l'anniversaire de l'Agence mondiale antidopage, on a fait d'énormes progrès au niveau mondial parce qu'aujourd'hui, qu'on soit un sportif français, canadien, allemand, sud-africain, on est soumis aux mêmes règles. Alors, je pense qu'à ce stade, on doit, dans un but pédagogique, revenir sur la définition du dopage. Comment se définit-il ? À partir de quel moment on peut considérer qu'un athlète, qu'il soit de haut niveau ou du dimanche, professionnel ou amateur, est dopé ? Alors effectivement, la définition de dopage, elle est importante puisque ça va en quelque sorte définir notre champ d'action à l'Agence française de lutte contre le dopage. Alors évidemment, quand on parle de dopage, on pense tous intuitivement aux tests positifs, ce qu'on appelle dans le jargon de l'antidopage les résultats d'analyse anormaux. Et donc effectivement, le dopage, c'est avant tout consommer, utiliser une substance ou une méthode interdite. Et quand je dis interdite, c'est qu'elle est sur la liste des substances et méthodes interdites qui est établie au niveau mondial par l'Agence mondiale antidopage. Donc ça, c'est le cas évidemment de dopage auquel tout le monde pense et qui recouvre la quasi-intégralité des hypothèses que la FLD traite au quotidien. En réalité, le dopage, il va avoir une définition un peu plus large parce qu'il y a des comportements de dopage, des faits de dopage qui ne vont pas résulter d'un test positif, mais qui sont pour autant sanctionnés par les règles antidopage. C'est ce qu'on appelle les violations des règles antidopage. Alors, il y a la première, la plus connue, celle que j'évoquais, un test positif. Ça, c'est un cas de violation des règles antidopage. Mais il y en a une dizaine au total d'autres violations des règles antidopage qui sont peut-être des choses plus surprenantes pour le grand public parce que ça va être, par exemple, ne pas se soumettre à un contrôle antidopage ou essayer de fuir un contrôle antidopage. Ça va être également menacer ou menacer de représailles un lanceur d'alerte en matière d'antidopage.
Ça va être également falsifier, c'est-à-dire truquer des documents, par exemple, qui vont être envoyés à une organisation de dopage, essayer de substituer des échantillons d'urine, par exemple, parce qu'on veut mettre de l'urine propre au contrôle pour essayer de ne pas être détecté. Ça va être également un autre type de violation, comme quelque chose qui est très spécifique aux sportifs de haut niveau, c'est les manquements aux obligations de localisation, c'est-à-dire ne pas respecter l'obligation de donner à l'agence antidopage du pays ces obligations de localisation pour monter des contrôles inopinés. Donc on voit qu'en fait, si le dopage, c'est essentiellement cette violation à laquelle tout le monde pense, qui est utiliser, consommer une substance ou une méthode interdite, c'est aussi plein de comportements autour qui, d'une certaine manière, facilitent ou essaient de couvrir le dopage. Justement, quelles sont les sanctions qui sont encourues par les athlètes qui sont contrôlés positifs à un produit dopant ? Imaginons par exemple qu'un athlète soit contrôlé positif. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Alors effectivement, les sanctions, elles vont être assez variées selon le type de violation et également selon le contexte. Globalement, si on prend la violation la plus évidente, celle qu'on évoquait, c'est-à-dire le test positif, tout commence de l'information qui va venir du laboratoire antidopage vers la FLD. Donc concrètement, c'est le laboratoire français antidopage, qui est un des plus anciens laboratoires antidopage au monde, un des plus pointus également, qui analyse l'intégralité des échantillons que la FLD va collecter en France. Et donc, si l'un d'entre eux est positif, le laboratoire va adresser cette information à la FLD, sachant que le laboratoire va adresser une information anonyme, puisque le laboratoire antidopage, lui, il ne connaît pas l'auteur du prélèvement urinaire au sanguin. Donc, en réalité, il sort un test positif sans savoir qui est positif, et c'est simplement la FLD, en recevant cette notification, qui va pouvoir rapprocher le résultat de ce test avec le nom du sportif qui a été contrôlé. Et là, va commencer la procédure disciplinaire pour ce sportif. Première étape évidente qui va mettre le sportif dans la boucle, c'est l'information qu'il va recevoir par courrier de la FLD qui va lui indiquer que le contrôle qu'il a fait à telle date a révélé la présence de telle substance, au singulier ou au pluriel parfois. Et à partir de là, le sportif va pouvoir commencer à échanger ses observations avec l'agence, sachant que les étapes suivantes sont assez bien balisées. Une fois qu'il aura produit ou pas d'ailleurs des premières observations, l'étape suivante ce sera l'engagement des poursuites, c'est-à-dire que s'il n'a donné aucun élément permettant de considérer qu'on peut classer le dossier, tout simplement l'agence va lui notifier une seconde fois que des poursuites sont engagées à son égard et qu'il encourt naturellement telle sanction. Et là, le sportif, il va avoir un choix assez simple, c'est une étape fondamentale de la procédure disciplinaire. Soit il accepte la sanction qu'on lui propose, et concrètement que je lui propose par ce courrier, parce qu'il estime qu'effectivement c'est la sanction juste, celle qu'il va avoir parce qu'elle est conforme à la substance, à la gravité de son comportement. Et dans ce cas-là, on signe un accord de composition administrative et la procédure cesse. La sanction commence à ce moment-là, si par exemple il y a une sanction de suspension. Deuxième hypothèse, le sportif rejette l'accord, considère que soit il n'est pas fautif, soit que la sanction ne correspond pas à la situation, elle ne lui convient pas, et il va être entendu devant la commission des sanctions de la FLD, qui est donc une commission indépendante, composée à la fois de juristes, de médecins, de scientifiques, de représentants du mouvement sportif aussi, qui eux vont l'entendre, vont écouter ses observations, vont écouter les observations du représentant de l'agence, et à la fin vont rendre une sanction qui sera également notifiée au sportif. Si vraiment le sportif n'était toujours pas satisfait par cette sanction ou estimait véritablement qu'il ne méritait pas cette sanction ou ne méritait même pas du tout d'être sanctionné, il lui reste un dernier recours, c'est soit le Conseil d'État, soit le tribunal arbitral du sport selon son niveau sportif. Et c'est cette dernière voie de recours devant une instance extérieure à la FLD. Et si soit le tribunal arbitral du sport, soit le Conseil d'État confirme cette sanction, eh bien elle deviendra totalement définitive. Donc c'est un processus qui peut paraître assez long, mais qui à chaque fois permet aux sportifs de pouvoir se défendre, de pouvoir aller au plus profond du dossier, de pouvoir ajuster au mieux ses arguments, qui permet aussi à la FLD, à l'inverse, de pouvoir ajuster au mieux ses propres arguments, et parfois de mieux comprendre et donc de mieux ajuster la sanction qui est proposée. Ça peut être très court. On a connu des dossiers qui étaient réglés en quelques jours, quelques semaines, parce que le dossier était assez évident, le sportif acceptait la sanction. À l'inverse, on peut avoir des dossiers qui, entre le moment où le sportif est informé de son test positif et le moment où, par exemple, le Conseil d'État va rendre sa décision,
pouvait s'écouler 12 à 18 mois parce qu'il y avait beaucoup de procédures entre les sportifs qui avaient une stratégie très offensive, qui voulaient véritablement se défendre, y compris à travers les médias contre la FLD. Donc voilà, on a vraiment de tout dans les procédures disciplinaires et au fond, ça reflète assez bien la très grande diversité des affaires de dopage entre, j'allais dire, le sportif de haut niveau qui a un protocole très élaboré de dopage jusqu'à un sportif de moindre niveau qui finalement ne s'en est pas rendu compte mais a pris le mauvais médicament et une substance interdite était à l'intérieur de ce médicament. Mais est-ce qu'il existe une présomption d'innocence ? C'est-à-dire que, imaginons que le contrôle soit positif, que l'athlète le conteste, est-ce qu'il sera privé de compétition le temps que quelque chose soit prouvé ou est-ce qu'il pourrait toujours continuer à concourir ? Alors, ce qui est très important en matière d'antidopage, et c'est justement une règle qui est dans le Code mondial antidopage, donc qui est applicable dans tous les pays, c'est que les sportifs sont soumis à un régime de responsabilité objective. Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité objective ? Ça veut dire très concrètement qu'un sportif est responsable de ce qui est entré dans son organisme. Donc lorsqu'il y a un test positif qui ressort d'une analyse d'un laboratoire antidopage, il est susceptible d'être sanctionné parce que la substance a été trouvée dans son organisme. Alors, de deux choses l'une, soit c'est un dopage intentionnel et finalement, la question ne va être moins de avait-il conscience ou pas de ce dopage, ça va plutôt être de la recherche de preuves, d'indices pour éventuellement confirmer, étayer le dossier. La seconde hypothèse qu'on rencontre également, c'est des sportifs qui parfois, de bonne foi, ne comprennent pas, ne savent pas pourquoi ils ont cette substance dans leur organisme. Et à partir de ce moment-là, va s'engager une démarche entre le sportif et la FLD pour essayer de comprendre l'origine de cette substance. Pourquoi ce procédé sur l'origine de la substance, le mode de vie du sportif, etc., qu'on voit parfois à travers des affaires assez retentissantes, simplement parce que c'est tous ces éléments qui, in fine, vont permettre d'apprécier le niveau de la sanction pour le sportif. C'est-à-dire que même si le sportif ne sait pas pourquoi il a cette substance dans l'organisme, il sera tenu comme responsable, donc il aura une sanction. En revanche, évidemment, entre un sportif qui aura intentionnellement pris de l'EPO, par exemple, ce qui lui fait encourir 4 ans de suspension sportive, et un sportif qui a une substance interdite, mais arrive à prouver qu'en réalité, c'était dans un complément alimentaire, il arrive à le prouver parce qu'il a fait analyser ce complément alimentaire, qu'il ressort de cette analyse qu'effectivement, dans ce complément alimentaire, il y a bien la substance interdite. Et qu'ensuite, il explique que d'habitude, il est très prudent, que par exemple, il prend des compléments alimentaires qui ont la norme AFNOR, qu'il ne les achète que dans des magasins dans lesquels il a confiance, etc. Évidemment, là, la sanction elle va progressivement baisser parce qu'on va considérer que, même s'il est responsable, son degré de faute est un petit peu plus bas que si, par exemple, il consommait 20 compléments alimentaires par jour et que juste avant sa compétition, il avait continué à prendre des compléments alimentaires sans s'en soucier un seul moment. Donc c'est pour ça que souvent, on a, à travers quelques affaires célèbres, beaucoup de débats sur le niveau de la sanction, parce que ça va vraiment dépendre de la manière dont le sportif arrive à prouver qu'il a été vigilant ou non. Donc en résumé, oui, la règle, elle est dure pour le sportif, puisque dès lors qu'il y a un test positif, sauf s'il arrive à expliquer que c'est pour des raisons médicales et qu'il a pour cela une autorisation qui justifie cette substance, hormis cette hypothèse-là, il sera tenu pour responsable de la substance. La deuxième question, ce sera uniquement quelle sanction au vu de la gravité de son comportement. Alors justement, ces contrôles, comment s'opèrent-ils ? Par qui sont-ils faits ? Et quelle est l'étendue de vos compétences en fait, pour exiger d'un athlète la soumission à un dépistage ? Et puis, même question pour les sanctions. Quelle est l'étendue de vos pouvoirs en fait, en cette matière, sachant que j'ai cru comprendre que la FLD possède réellement la capacité de sanctionner depuis 2019 seulement. Alors effectivement, les contrôles antidopage, c'est ce qui reste encore le plus visible dans la lutte antidopage. En 2022, il y avait par exemple 10 000 prélèvements antidopage. En 2023-2024, 12 000 prélèvements antidopage. Donc c'est vraiment l'activité phare de la FLD qui d'ailleurs nous met face aux sportifs, puisque c'est souvent pour eux la manière dont ils connaissent, particulièrement pour ceux de haut niveau, le plus la FLD. Ces contrôles, ils ne sont pas réservés aux sportifs de haut niveau, même s'ils restent quand même notre public cible, puisqu'à peu près 3/4, voire un petit peu plus de 3/4 cette année du fait des Jeux Olympiques et Paralympiques, des contrôles antidopage sont destinés à des sportifs de niveau international ou national. Mais le cas restant va être des contrôles qui sont destinés également à des sportifs qui ne sont pas forcément de haut niveau, des sportifs amateurs sur des compétitions dans les différentes disciplines. La FLD, elle a un grand choix dans sa politique de contrôle puisqu'elle peut contrôler tout sportif
soit en compétition, soit hors compétition. Alors la question c'est, mais qu'est-ce que c'est un sportif ? Un sportif, c'est assez simple pour le code du sport, c'est une définition qui a l'avantage de la simplicité. C'est une personne qui participe à une compétition ou qui se prépare à une compétition. Donc on peut très vite devenir un sportif soumis à contrôle en réalité. Naturellement, même avec 12 000 prélèvements antidopage par an, on ne peut pas contrôler tous les sportifs en France, c'est évident. Donc il va y avoir une analyse des risques qui est faite en fin d'année. On est en train de faire cette analyse des risques pour 2025, par exemple, qui va permettre de mettre face à chaque discipline sportive le bon nombre de prélèvements, en fonction d'une analyse de risque, c'est-à-dire est-ce que telle discipline est particulièrement exposée ou davantage exposée à un risque de dopage, simplement parce que ça requiert plus de force, plus d'endurance, parce qu'il y a un historique de dopage ces dernières années qui a été plus fort, parce qu'on a du renseignement sur éventuellement des comportements dopants dans cette discipline. Donc en fonction de cette analyse des risques, on va répartir les échantillons entre les disciplines et ensuite tout au long de l'année, on va organiser des contrôles à différents niveaux de la discipline en essayant de cibler notamment la plus haute performance pour être sûr que ces sportifs qui vont aller aux Jeux Olympiques et Paralympiques, qui vont aller dans les championnats du monde, aient été suffisamment contrôlés en amont. Donc voilà la manière dont on va organiser cette politique de contrôle. Ensuite, une fois que concrètement les coordinateurs antidopage de la FLD ont décidé de contrôler telle personne, là on va rentrer dans un aspect très logistique, très matériel. C'est l'émission d'un ordre de mission, l'envoi d'un préleveur antidopage et le recueil du prélèvement urinaire ou sanguin. C'est un vrai choix de savoir si on va recueillir du sang, de l'urine d'un sportif, à quel moment on va aller le recueillir, est-ce qu'on va privilégier un entraînement, est-ce qu'on va privilégier à l'inverse un temps de repos, est-ce qu'on va privilégier une compétition. Il y a un vrai choix stratégique qui est fait en fonction de ce qu'on peut rechercher aussi, parce qu'on sait qu'il y a des périodes plus ou moins propices à la prise de certaines substances. Évidemment, c'est assez connu, mais l'EPO, c'est rarement le jour ou la veille de la compétition que vous en prenez. Ce sont des cures que vous faites plusieurs mois en amont pour améliorer vos performances. Donc, c'est l'importance de bien cibler au bon moment le bon sportif avec la bonne matrice de prélèvement urine ou sang selon ce qu'on veut rechercher. Et donc, ces préleveurs qui vont être ceux qui concrètement recueillent l'urine ou le sang du sportif, c'est aujourd'hui un réseau de plus de 200 préleveurs en France. C'est une spécificité française. Beaucoup d'agences nationales antidopage ou de fédérations internationales font appel à des entreprises spécialisées en matière d'antidopage, qui ont donc des employés qui sont rompus à cet exercice du prélèvement antidopage. En France, historiquement, on a plutôt choisi d'avoir un réseau de préleveurs. Ces préleveurs de la FLD, ce sont pour la plupart des professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, par exemple, mais également des représentants des forces de l'ordre, des officiers de police judiciaire, ça peut être des gendarmes ou des policiers en activité, qui, de manière générale, vont être des vacataires, c'est-à-dire qu'ils ont une activité professionnelle à côté, et ils vont se rendre disponibles pour pouvoir procéder à ces prélèvements urinaires et sanguins, sachant que, sans grande surprise, les prélèvements sanguins, eux, sont réservés aux professionnels de santé pour des raisons évidentes, de pratique notamment, pour prélever ce sang. Donc, ce réseau de préleveurs, il est disséminé sur tout le territoire national, y compris dans les collectivités ultramarines, puisqu'on procède aussi à des contrôles antidopage outre-mer. Et ils vont être actionnés en quelque sorte par l'agence à partir de cette analyse des risques. Et donc, munis de cet ordre de mission, ils vont se présenter aux sportifs. La sanction, elle est simple. Quand on refuse un contrôle antidopage face à un préleveur qui a présenté son ordre de mission, c'est une sanction de 4 ans. Une suspension sportive de toute activité sportive. Donc ce qu'on dit généralement, c'est parfois en pensant être pris pour une substance qu'on croit interdite et qui n'est pas toujours d'ailleurs, on peut s'exposer à une sanction bien plus dure. Donc il ne faut pas fuir ou d'une manière ou d'une autre refuser de se soumettre à un contrôle de dopage. On peut risquer gros en quelque sorte, c'est même 4 ans de suspension sportive par principe. Donc c'est vrai que le champ est large, les prérogatives de l'agence sont importantes et surtout, et c'est une spécificité française également, on peut aller sur toutes les compétitions. Compétitions fédérales, on y pense assez spontanément, mais aussi les compétitions qui ne sont pas au calendrier fédéral, y compris dans des disciplines peut-être un petit peu moins connues, mais dès lors qu'il y a une remise de prix en argent ou en nature, la FLD peut diligenter un contrôle, ce qui nous permet par exemple d'aller parfois sur des compétitions de crossfit, ça nous permet d'aller sur des compétitions de MMA par exemple, qui ne sont pas forcément au calendrier fédéral. Donc en réalité, on a un champ de compétences très large
et c'est à nous d'utiliser au mieux nos ressources pour essayer de couvrir de manière dissuasive ce champ de compétences. Alors l'agence dispose, tu l'as dit, en son sein de spécialités très pointues. Alors il y a un autre domaine aussi, c'est celui des éducateurs. Nous en avons quelques-uns à l'INSEP d'ailleurs, notamment parmi nos médecins. Comment sont-ils formés? Quel est leur rôle? Est-ce qu'on pourrait résumer ça en disant qu'il s'agit d'agents de terrain qui sont missionnés pour propager un peu la connaissance et les bonnes pratiques? Oui, effectivement, c'est en quelque sorte des ambassadeurs de l'antidopage, si je devais résumer, des personnes qui ont été spécialement formées par la FLD pour pouvoir rappeler régulièrement des messages importants en matière d'antidopage, pour pouvoir répondre aussi aux questions de premier niveau que peuvent se poser les sportifs, leurs encadrants, les parents par exemple aussi de ces sportifs. La formation d'éducateurs, elle est assez récente dans le milieu de l'antidopage parce qu'elle est partie d'un constat progressivement qui s'est fait jour au sein de l'Agence mondiale antidopage, c'est qu'effectivement, les premières années avaient été consacrées à uniformiser les procédures antidopage, à contrôler les laboratoires antidopage, harmoniser les règles de sanction antidopage dans le monde entier, et qu'il manquait un élément, c'était l'aspect préventif de l'antidopage. Et donc, l'Agence mondiale antidopage, il y a quelques années, a commencé à dire, pour un sportif, le premier contact à l'antidopage ne doit pas être un contrôle, mais une action d'éducation antidopage. Et donc, à partir de ce moment-là, en parallèle de tous les moyens dont les organisations antidopage disposent pour détecter et sanctionner les violations des règles antidopage, il faut aussi des outils de prévention et d'éducation de ces publics sportifs et de leurs entourages. Et ça s'est concrètement traduit en France en 2021, lorsque la loi a décidé que en France, la FLD serait l'autorité nationale en charge de l'éducation antidopage. Une fois qu'on avait dit ça, on avait posé, si j'ose dire, une règle, il fallait rendre tout ceci assez concret. Et l'idée a été de former ces éducateurs antidopage qui, effectivement, sont des personnes qui sont positionnées dans des fédérations, dans des centres de préparation et de formation comme l'INSEP ou d'autres membres du réseau Grand INSEP comme les CREPS par exemple, des éducateurs qui sont aussi positionnés dans des syndicats de joueurs, par exemple le syndicat Proval pour le rugby, des personnes qui sont positionnées dans les services locaux du ministère des Sports par exemple, ou des professionnels de santé. Donc l'idée était vraiment d'avoir des personnes de tous horizons professionnels, à la fois plutôt formation médicale, scientifique, ou alors plutôt des cadres techniques, sportifs, des sportifs eux-mêmes, pour qu'ils soient formés par la FLD à partir d'un programme commun, là encore, qui n'est pas inventé par la FLD, qui est repris de l'Agence mondiale antidopage. Et au terme des 2 jours de formation de ces éducateurs, ils sont agréés par l'agence, et à partir de ce moment-là, ils peuvent se prévaloir d'être des éducateurs antidopage. L'avantage, c'est qu'on sait qu'ils ont été formés, que s'ils ont des questions, ils peuvent se retourner vers l'agence, notamment il y a des questions qui sont plus pointues et auxquelles ils n'ont pas la réponse. Et ces éducateurs, aujourd'hui, depuis 2021, fin 2021, c'est les premières formations d'éducateurs antidopage. Aujourd'hui, ils sont plus de 200. Et donc pour nous, c'est une vraie réussite et une vraie satisfaction d'avoir réussi à disséminer, à former et à animer un réseau d'éducateurs antidopage, particulièrement à l'INSEP. Alors, on pourrait dire, mais du coup, concrètement, que font ces éducateurs antidopage tous les jours? Si je prends un exemple qui, je pense, sera assez frappant, c'est la préparation de la délégation olympique et paralympique pour les Jeux de Paris. On s'était dit, les Jeux sont à Paris, ils sont à domicile. Évidemment, il y aura une attention encore plus forte qui sera portée sur la délégation du pays hôte, la délégation française. Il faut que nous soyons exemplaires en matière d'éducation antidopage. Et donc, on s'était fixé comme objectif pour la délégation olympique que tous les sportifs et le personnel d'encadrement au sein de la délégation olympique devaient avoir suivi non seulement une formation en ligne, mais également avoir suivi une action d'éducation menée par l'un de ces éducateurs antidopage. Et donc, tantôt, ces formations ont été faites par des éducateurs des fédérations, tantôt, elles ont été faites notamment par les éducateurs de l'INSEP qui ont justement pu profiter de la présence de tous ces sportifs à l'INSEP pour les former au quotidien. Quand je dis former, ça peut paraître très scolaire en pensant qu'on va les accueillir pendant 1 heure pour leur faire un cours théorique sur l'antidopage. Non, justement, l'inverse. C'est justement ce qui se passe, c'est l'inverse pour l'éducation antidopage. C'est souvent des petits rappels de vigilance,
Par exemple, est-ce que vous avez revérifié vos médicaments? Est-ce que vous êtes allé sur le moteur de recherche de la FLD pour vérifier que les médicaments qu'on vous avait prescrits ne contenaient pas une substance interdite? Est-ce que vous avez bien signalé à votre médecin que vous êtes un sportif pour qu'il puisse adapter votre traitement? Est-ce que vous avez bien pensé à vous localiser si jamais vous êtes tenu à des obligations de localisation? En 15 minutes, ça peut être le rappel sur êtes-vous bien à jour des règles? Est-ce que tout le monde se rappelle ce qu'est une violation de règles antidopage, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, etc. Donc l'idée, c'est que l'éducation antidopage, ça doit faire partie de la formation des sportifs de haut niveau, de la même manière qu'aujourd'hui, on aurait du mal à imaginer qu'un sportif ne parle pas un peu anglais, par exemple, pour pouvoir s'exprimer et mener sa carrière. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'on ne peut pas envisager une carrière de haut niveau si on n'a pas une éducation antidopage minimale, y compris pour se prémunir soi-même contre le dopage par négligence. On va revenir sur le dopage par négligence un peu plus tard. Mais pour revenir sur le dopage proprement dit, je pense qu'on peut résumer ça comme une manière de tricher. C'est de la triche, le dopage, du moins quand il est volontaire. On dit souvent que les tricheurs ont un temps d'avance sur les gendarmes. Est-ce que cette petite maxime s'avère exacte dans le cas du dopage ou est-ce que ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il existe des manières de se doper contre lesquelles il est difficile de lutter, par exemple, faute de connaissances scientifiques? Et scénario catastrophe, est-ce qu'on peut envisager qu'un jour des athlètes puissent se doper avec des produits complètement indétectables? Ou au contraire, c'est un petit peu l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'à l'avenir, il sera de plus en plus difficile de se doper sans se faire prendre? Alors, je dirais qu'il y a toujours un décalage, évidemment, entre les personnes qui envisagent, élaborent ou mettent sur le marché, entre guillemets, des protocoles de dopage et les organisations de dopage. Mais notre objectif, et je pense qu'on y arrive de plus en plus, c'est de réduire ce temps entre la mise sur le marché ou la proposition faite de protocoles de dopage et le moment où on est capable de les détecter. Alors, ce n'est pas simplement un obstacle en matière de détection analytique, parce que les laboratoires antidopage, il faut le savoir, il y en a très peu dans le monde. Ils sont une trentaine dans le monde entier. Ils sont tous accrédités par l'Agence mondiale antidopage, qui les soumet à vraiment des contrôles drastiques, y compris au quotidien, puisque, par exemple, les laboratoires antidopage vont recevoir régulièrement ce que j'allais appeler, entre guillemets, des faux échantillons, c'est-à-dire des échantillons qui ont été préparés par l'Agence mondiale antidopage volontairement, et dont l'Agence mondiale antidopage connaît exactement le contenu, et elle va vérifier ensuite que le laboratoire antidopage a bien détecté la bonne substance, le bon niveau de substance, etc. Donc c'est vraiment un contrôle au quotidien très très fort, et surtout de la recherche et du développement technique dans le laboratoire antidopage qui est très importante pour être toujours à la pointe. Ce qui nous aide dans ce combat contre les substances interdites et pour mieux les détecter, c'est qu'il n'y a pas de brevet en matière d'antidopage. C'est-à-dire que lorsqu'un laboratoire dans le monde découvre une nouvelle technique, il la partage avec les autres laboratoires antidopage. Donc c'est, j'ose dire, une communauté, la communauté antidopage, qui progresse collectivement dès lors qu'on a connaissance d'une nouvelle méthode pour détecter une substance interdite. Là encore, il faut peut-être aussi relativiser le temps d'avance des dopés. Certes, les affaires disciplinaires en matière d'antidopage nous ont prouvé, nous ont montré qu'il pouvait y avoir des sportifs, j'allais dire prêts à tout, qui ont l'envie de gagner et grâce à des protocoles de dopage très élaborés. Et lorsque je parle de protocoles de dopage très élaborés, c'est non seulement une manière de connaître la bonne substance, mais le bon mode d'administration, notamment la microdose, pour limiter la détection. Et c'est la mobilisation de tout un tas d'outils, d'instruments pour essayer d'échapper au radar des organisations de dopage. Je joue avec mes obligations de localisation pour ne pas être au bon endroit et donc échapper aux contrôleurs. Je donne des mauvaises indications sur les procédures de contrôle pour essayer de perturber l'analyse du passeport biologique, qui est un suivi au long cours des sportifs à partir des prélèvements. Donc oui, effectivement, on a des sportifs qui maîtrisent toutes ces techniques-là. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, non seulement on fait des contrôles, mais on suit le passeport biologique des athlètes et on a des pouvoirs d'investigation. Ça, c'est une partie du public, entre guillemets, qu'on rencontre dans les affaires disciplinaires. Il y a une autre partie du public qu'on rencontre à travers nos dossiers disciplinaires, certes le dopage par négligence, mais également dans le dopage intentionnel, des personnes qui parfois se dopent, j'allais dire, à l'ancienne. Un certain nombre d'interlocuteurs, lorsqu'on échange sur l'antidopage, sont assez surpris qu'on puisse encore se doper à l'EPO. Oui, le test EPO, il a été élaboré par le laboratoire français d'ailleurs à l'époque, au début des années 2000, et ensuite diffusé dans le monde entier. Donc j'ai envie de dire, ça fait presque un quart de siècle qu'on sait détecter l'EPO, et les différentes générations d'EPO, et
on trouve encore de l'EPO dans les échantillons. Donc il faut effectivement envisager, le dopage de haut niveau, entre guillemets, de personnes très décidées, prêtes à mettre des moyens, mais aussi concevoir que le dopage, c'est parfois des substances qui sont bien connues, pour une raison simple, c'est que ce sont des substances efficaces. Les stéroïdes anabolisants, quand vous voulez prendre de la force, il n'y a rien de mieux, ou en tout cas ça peut être très utile pour améliorer votre performance. Donc oui, sur véritablement les profils les plus poussés, on a développé progressivement un nombre d'outils incroyables, des contrôles, des investigations, du suivi au long cours à travers le passeport biologique et du partage d'informations entre agences antidopage, quasiment en instantané. On l'a vu notamment pour la préparation des Jeux de Paris 2024. Mais il y a aussi, un quotidien du dopage qui repose sur des substances, au fond, qui ne sont pas nouvelles, simplement parce que c'est des substances qui sont efficaces. Là où on doit avoir la vigilance, c'est sur ce qui pourrait émerger de nouveau, dans la pharmacie du dopé. C'est pas totalement un cas d'école. On a eu, il y a quelques années, une première alerte sur le dopage génétique. Ça paraissait un peu de la science-fiction parce que on pouvait supposer que ça nécessitait des techniques très élaborées, peut-être beaucoup d'audace aussi de se lancer dans des protocoles dont on mesure encore assez mal les effets, y compris sur le plan de la santé des sportifs. Mais c'était non pas encore une tendance à l'époque, mais une hypothèse qui devenait de plus en plus crédible. Aujourd'hui, je pense qu'on est sorti de l'hypothèse crédible. C'est une possibilité. On sait sont proposés sur Internet des protocoles de dopage génétique. Alors, je ne vous garantirai pas que ça soit totalement efficace, mais à partir du moment même où c'est proposé, on se doit de pouvoir détecter et analyser à travers des analyses génétiques, des analyses spécialisées, détecter ce type de dopage. Et c'est ce qui a été rendu possible en 2023, puisque le laboratoire antidopage français, et donc la FLD à travers ce laboratoire, peut maintenant procéder à des analyses génétiques pour détecter non seulement le dopage génétique, mais aussi des transfusions sanguines, par exemple. Donc, il est important d'être toujours à la page en matière d'analyse. On a les moyens, on a une communauté antidopage qui échange ces informations. Il faut, et ce n'est pas anodin, garder aussi les moyens financiers et humains d'avoir cette expertise, puisque évidemment, ceux toujours en haut du spectre qui tentent de mettre en œuvre des protocoles de dopage élaborés, eux vont s'en donner les moyens. On a évoqué cette terminologie à plusieurs reprises, le dopage involontaire. Alors, de quoi s'agit-il et quelles sont les précautions en fait, qu'un athlète doit prendre pour éviter ce genre de désagrément ? Alors effectivement, le dopage par négligence ou involontaire, ce n'est pas simplement un cas d'école. Au contraire, c'est un certain nombre de dossiers disciplinaires que la FLD peut suivre chaque année, mais que beaucoup d'autres organisations antidopage peuvent avoir dans leur stock de dossiers disciplinaires. Cette notion de dopage par négligence, elle s'explique simplement parce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la responsabilité objective du sportif. À partir du moment où un sportif est tenu pour responsable de tout ce qui va entrer dans son organisme, dans certains cas, effectivement, de bonne foi, il ne sait pas forcément à quel moment et par quelle voie d'administration cette substance interdite a pu entrer dans son organisme. Alors certes, il sera responsable, mais il n'aura pas volontairement consommé cette substance interdite. Le dopage par négligence, ça va recouvrir beaucoup d'hypothèses en réalité. Il va y avoir une hypothèse de consommation de produits, grand public, en tout cas de produits anodins, notamment des compléments alimentaires, qui vont pouvoir contenir ces fameuses substances interdites. Et cette hypothèse, en réalité, elle va elle-même recouvrer beaucoup de scénarios possibles. Parce que lorsqu'on pense à des contaminations de compléments alimentaires, en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Vous allez avoir parfois la substance interdite qui est inscrite sur la composition du produit, auquel cas, effectivement, c'est une négligence du sportif, c'est-à-dire qu'il n'a pas vérifié tout simplement l'étiquette. Il n'a pas forcément volontairement pris ce produit pour avoir cette substance interdite, mais dans ce cas, son degré de faute sera assez élevé, puisque en réalité, il lui suffisait de regarder l'étiquette. Et pour être honnête, parfois, on a un peu de mal à comprendre l'absence de vigilance de certains sportifs, parce que quand on regarde, et c'est vraiment des exemples tirés de la pratique, certains pots ou certaines étiquettes, que ça s'appelle Testo X ou Super Boost avec une tête de mort dessus,
honnêtement, on se dit assez facilement que sans doute, il faudrait mieux vérifier l'étiquette. Donc ça, par exemple, ça a beau être du dopage par négligence, ça ne veut pas dire pour autant que c'est anodin, parce que ça peut être des substances assez dopantes, même très dopantes, qui sont dans ces produits. Et en plus, le sportif vigilant aurait pu s'en prémunir. Le dopage par négligence, c'est aussi des cas un petit peu plus compliqués où, par exemple, le sportif a beau vérifier sur l'étiquette, la substance interdite n'était pas indiquée sur l'étiquette. Là encore, pour des raisons qui peuvent être très différentes. Dans certains cas, on sait que c'est une contamination, par exemple, de chaîne de fabrication du complément alimentaire. Dans d'autres cas, ça existe aussi, c'est des fabricants peu scrupuleux qui peuvent avoir intérêt à ajouter des substances interdites dans leurs produits qui, évidemment, en provoquant des effets chez le consommateur, vont devenir très intéressants pour le consommateur qui, de bonne foi, continue à les acheter sans se douter que la substance interdite est à l'intérieur. Donc on voit bien que même quand on parle de dopage par négligence, en réalité on parle de beaucoup d'hypothèses très concrètes auxquelles peuvent être confrontés les sportifs et leur entourage. J'ajouterai un autre cas de dopage par négligence qui est souvent le degré de complexité le plus avancé en matière de dopage non intentionnel. C'est ce que je vais appeler les affaires de dopage dans un contexte médical. Simplement parce qu'un sportif se soigne. Alors je le disais tout à l'heure, on peut se soigner avec des substances interdites lorsqu'on a une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Parfois, il y a des sportifs qui se soignent avec cette substance interdite, mais ils n'ont pas le droit à cette autorisation parce qu'ils ne rentrent pas dans les critères. Pour autant, on voit bien que le sportif n'a pas eu une intention de se doper, simplement, il n'a pas pris les précautions qu'il devait prendre face à un médicament parce que ce médicament pouvait comporter des substances interdites. Donc c'est parfois des cas assez complexes, y compris humainement, parce qu'on a face à soi des sportifs, j'allais dire de bonne foi, qui payent leur manque de vigilance et qui parfois le payent cher en quelque sorte parce que même lorsqu'on est dans le dopage non intentionnel, on peut être sanctionné de 2 ans de suspension. Donc la négligence, elle se paye parfois, j'allais dire cash, surtout sur des sportifs de haut niveau pour lesquels 6 mois, 12 mois, voire 18 mois de suspension, c'est parfois synonyme d'arrêt de leur carrière sportive ou tout simplement c'est synonyme de fin de leur rêve des Jeux olympiques ou paralympiques par exemple. Mais justement, dans le cas de figure où un athlète aurait besoin d'un médicament proscrit pour se soigner, voilà, un médecin lui a dit il faut prendre ce médicament. Comment il fait dans ce cas ? Est-ce qu'il demande une autorisation ? Comment ça se passe ? Alors effectivement, et j'allais dire évidemment, les sportifs peuvent se soigner tout en pratiquant leur sport et en continuant la préparation ou la participation aux compétitions. Néanmoins, il y a un dispositif très encadré, justement pour éviter cette fois le dopage intentionnel sous couvert de prescription médicale. Donc pendant très longtemps en France, on avait ce que certains sportifs ont pu connaître, ce qu'on appelait du doux nom de RMDJ, la raison médicale dûment justifiée. Ça fonctionnait de manière assez simple. Il suffisait à un sportif de brandir son ordonnance médicale pour qu'on considère que si la substance qui avait été trouvée dans son prélèvement urinaire ou sanguin correspondait à cette ordonnance médicale, il était en quelque sorte, il voyait son dossier classé. Cette raison médicale dûment justifiée, elle a disparu en France, elle n'existe plus. J'en profite pour le dire parce que parfois encore certaines personnes pensent qu'une simple ordonnance médicale suffit à couvrir la prise d'une substance interdite sur le plan antidopage. Non, la seule manière de voir son dossier classé lorsqu'on a un test positif à une substance et que cette substance elle est prise dans le cadre d'un traitement médical, c'est l'AUT, l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. C'est le même dispositif dans le monde entier, là encore pour donner les mêmes chances et les mêmes règles à tous les sportifs. C'est très simple, une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Lorsque vous êtes un sportif de haut niveau, de niveau national et international, que vous prenez ou que vous allez prendre un traitement, vous devez avoir cette autorisation avant de prendre le traitement et avant d'aller en compétition. Ça, c'est le principe qui est très contraignant, mais qui en même temps est la meilleure garantie pour les sportifs. Et donc, votre médecin va devoir adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage, ou à d'autres organisations de dopage, d'ailleurs, c'est valable dans le monde entier, un dossier pour expliquer pourquoi tel traitement médical a été donné. Et il y a un comité de médecins experts, composé de 3 médecins à la FLD, qui va prendre ce dossier et qui va analyser pour vérifier que l'autorisation peut être délivrée ou non aux sportifs. Alors, qu'est-ce que va vérifier ce comité de médecins experts, par exemple ? D'une part, ça paraît évident, mais que le traitement est nécessaire, naturellement, pour lutter contre la pathologie. Il va vérifier également que ça n'améliore pas les performances, que ce traitement, concrètement, pour ce sportif-là, ne va pas améliorer ses performances. Il va vérifier également qu'il n'y a pas d'alternative thérapeutique autorisée et raisonnable. Tout simplement, si il y a 2 possibilités de traitement, que l'une
comprend une substance interdite et que l'autre n'en comprend pas, le médecin doit privilégier celle qui n'en comprend pas. C'est assez évident comme règle. Parfois, on se confronte à des sportifs, là encore de bonne foi, qui se sont vus prescrire par leur médecin un traitement médical et qui vont se voir refuser l'AUT. Simplement parce qu'ils n'ont pas indiqué à leur médecin qu'ils étaient sportifs, ils n'ont pas peut-être suffisamment alerté sur leur situation, ou, et c'est un petit peu plus embêtant, mais malheureusement on le constate aussi, le médecin va faire une erreur de prescription. Et là, c'est des dossiers compliqués pour la FLD comme pour toutes les organisations antidopage, parce que toujours au nom de ce principe de la responsabilité objective, c'est le sportif qui sera sanctionné, quand bien même c'est une prescription médicale. Alors pourquoi ? Parce que ça peut paraître très injuste dit comme ça. Simplement parce que, à l'inverse, on voit bien tout le potentiel pour échapper aux sanctions. Il suffirait de dire mais j'ai trouvé un médecin qui m'a prescrit de l'EPO, vous voyez, c'était médical, pour échapper à toute forme de sanction. Donc c'est un équilibre assez subtil, ces fameuses AUT, autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, parce qu'à la fois il faut évidemment permettre à des sportifs, notamment de haut niveau, de se soigner lorsque leur situation médicale le mérite. Mais en même temps, il faut mettre suffisamment de règles pour que si, par exemple, leur traitement doit être pris, dans ce cas-là, il faut parfois privilégier du repos parce qu'ils ne sont pas en état d'aller en compétition simplement parce qu'ils ont ingéré une substance interdite. Et c'est, si j'ose dire, équitable pour leur adversaire ou leur coéquipier puisque finalement, ils vont avoir un petit avantage qui leur est procuré par le traitement médical. Alors, il existe aussi au sein de l'agence, depuis 2019, je crois, un département enquête dont le rôle est d'investiguer sur de potentielles violations des réglementations en vigueur sur le dopage, mais en l'absence de preuves à travers les analyses. Alors, est-ce que vous avez créé un bureau de détective ou est-ce que c'est complètement autre chose ? Alors, effectivement, je pense qu'on aurait dit, il y a 20 ans, on va avoir des enquêteurs en matière de dopage. On aurait provoqué un peu de scepticisme, on aurait mal vu peut-être cette initiative. Aujourd'hui, je pense que beaucoup d'observateurs voient le potentiel des investigations antidopage. Là encore, en un temps très ramassé, à peine 25 ans, date de création de l'Agence mondiale antidopage 1999, donc on parle d'une échelle de temps quand même assez courte. Je le dis parce que beaucoup de monde est impatient de voir les progrès de la lutte antidopage, mais en réalité, c'est seulement depuis 25 ans. Donc, depuis 25 ans, des premiers outils, les contrôles antidopage, le passeport biologique, et le dernier étage de la fusée qui est arrivé ces dernières années, et particulièrement en France en 2021, ce sont les enquêtes antidopage. Alors, on peut se dire, mais que font ces enquêteurs antidopage ? Concrètement, aujourd'hui, à l'agence, le département des enquêtes et du renseignement comprend 3 personnes. Ils sont chargés de traquer ces fameuses violations qui ne sont pas analytiques, c'est-à-dire qui ne sont pas le fruit d'un test positif. Ces violations non analytiques, les falsifications, les soustractions à un contrôle, etc. Et ils vont les traquer par des moyens qui ne sont pas les analyses de laboratoire antidopage. Alors, je vais vous donner un exemple parce que ça, je pense que pour toutes les personnes qui nous écoutent, ça peut paraître très théorique. Un des cas dans lequel on va pouvoir utiliser ces pouvoirs d'investigation, c'est par exemple lorsqu'on a des variations un peu anormales ou en tout cas qui nous alertent d'un passeport biologique et qu'on veut vérifier que le sportif, par exemple, n'essaie pas de nous mentir sur sa localisation parce qu'on n'arrive pas à s'expliquer certaines variations et qu'on peut soupçonner un dopage. Donc, qu'est-ce qu'on peut, par exemple, faire ? On peut demander à sa banque ses relevés bancaires. Alors effectivement, on a l'impression d'être un peu loin de l'antidopage. Pour autant, c'est assez efficace lorsque vous devez traquer des achats sur Internet de produits, par exemple, dopants. On peut demander aux organismes de sécurité sociale, par exemple, si certains professionnels de santé, étrangement, prescrivent beaucoup plus tel type de substance, ce qui pourrait être en soi un signal d'alerte et corroborer un signalement qu'on a eu de la part d'un sportif qui nous aurait dénoncé un professionnel de santé comme étant à minima complaisant, voire complice de violation des règles antidopage. Donc c'est vraiment très divers dans les mesures qu'on peut utiliser et ça nous fait faire vraiment de grands progrès parce qu'on va finalement arriver à se décentrer et à surmonter une critique qui a longtemps été faite à la lutte antidopage, c'est de dire finalement vous vous concentrez sur le sportif. Avec un test positif, vous allez sanctionner le sportif qui est responsable de toute substance de son organisme et qui finalement est le seul à payer en quelque sorte
lorsque vous découvrez un test positif. Et justement, ces pouvoirs d'investigation, ils nous permettent de dire on ne va pas s'intéresser qu'aux sportifs, on va s'intéresser à l'entourage, on va s'intéresser parfois à des proches ou à des moins proches, mais qui l'aident activement à un protocole de dopage. Et donc, on va essayer de remonter un peu la chaîne, en quelque sorte, de trafic ou en tout cas d'incitation au dopage. Ce qui est important, c'est qu'on n'agit pas seul en matière de lutte antidopage. Et ces pouvoirs d'enquête, ils nous permettent de faire un premier tri, j'allais dire, de pouvoir mieux détecter ou mieux approcher des réseaux, par exemple, de produits dopants ou de vente de produits dopants, et ensuite de pouvoir collaborer activement avec les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police, les douanes, de pouvoir transmettre aussi des dossiers au parquet, à la justice. On a la chance d'avoir en France 2 parquets spécialisés en matière d'affaires antidopage à Paris et à Marseille. Et donc, ça nous permet de transformer, si j'ose dire, l'essai en envoyant des renseignements, des informations à l'autorité judiciaire pour ensuite prendre notre relais quand on a commencé à détecter non seulement des violations des règles antidopage, mais aussi des infractions pénales. Donc, le quotidien d'investigateur antidopage, au fond, c'est assez varié. C'est certes éplucher des relevés bancaires, c'est vérifier des obligations de localisation pour les sportifs de haut niveau, c'est vérifier si des ordonnances ou pas sont fausses, si des professionnels de santé sur des ordonnances existent ou pas. Parfois, on a des tranches surprises. Donc, c'est véritablement un complément indispensable aujourd'hui pour la lutte antidopage et typiquement pour traiter ce fameux dopage très structuré avec des protocoles qui est le haut du spectre de la lutte antidopage. Alors, tu ne l'as pas évoqué, mais peut-être qu'aussi des performances un peu hors normes, pour qui les analyses n'ont rien donné, ça peut déclencher une enquête. Absolument, absolument. Alors, on va avoir différents degrés, c'est-à-dire que qu'est-ce qui peut lancer la FLD ou tout autre type d'organisation antidopage sur des investigations? C'est un faisceau d'indices, par exemple. Ce faisceau d'indices, il peut se nourrir de beaucoup d'éléments. Ça peut être effectivement l'observation des performances qu'on va juger anormales. Alors, anormales ne veut pas dire qu'elles sont injustifiées, elles vont pouvoir s'expliquer, mais en tout cas, elles étonnent. Quand je dis que ce sont des performances anormales, ça peut être de manière relative ou absolue. Absolue, évidemment, quand vous cassez, si j'ose dire, des records ou de ce qui était vu comme des limites, c'est en soi une performance qui peut paraître anormale, mais également des performances anormales de manière relative. Parfois un sportif qui jusqu'à maintenant plafonnait et d'un coup, subitement, a une amélioration rapide et sans doute inexpliquée au premier abord de ses performances. Donc l'investigation, elle va permettre un petit peu de lever les doutes ou à l'inverse de creuser la piste si jamais d'autres indices s'accumulent. Donc effectivement, c'est cette observation du milieu, des résultats, le cas échéant positifs, d'un contrôle qui vont venir confirmer un soupçon, des renseignements qui vont être obtenus de la part d'autres organisations antidopage ou des forces de l'ordre, avec lesquelles on échange évidemment régulièrement. Dernier élément, d'indices qui peuvent susciter l'ouverture d'une enquête au sein de la FLD, ce sont les signalements que nous recevons sur la plateforme de la FLD, la plateforme Fairplay, qui est une plateforme qui permet à tout un chacun de laisser un signalement sur ce qu'il a pu observer, ce qu'il a pu entendre en matière de dopage. Et quand je dis ce qu'il a pu constater, entendre en matière de dopage, ça peut être assez large parce que j'ai souvent l'habitude de dire on attend rarement un renseignement sur la plateforme disant tel jour à telle heure j'ai vu tel sportif avec une seringue dans le bras, il était chambre tant de l'hôtel machin. C'est quand même assez rare d'avoir ce type de renseignement. Ça peut arriver parfois, mais la plupart du temps les renseignements qui nous sont utiles, ce sont des renseignements sur des tendances qu'une personne a pu remarquer, les performances d'un sportif ou d'une équipe, des produits qu'il a pu voir circuler en plus grand nombre, alors sans savoir si formellement c'était interdit ou pas, mais en tout cas, la personne a pu être un peu troublée par le fait que ces produits étaient évoqués. Voilà, donc toute forme d'information qui, en soi, pour la personne qui les recueille, ne sont pas décisives, mais qui pour nous le seront parce qu'on va pouvoir les rapprocher d'autres informations que nous avons à la fois à travers les analyses des sportifs ou à travers nos propres renseignements. Donc cette plateforme de signalement, Fairplay, elle fonctionne bien, elle est utilisable en différentes langues, 3 langues, français, anglais, espagnol. Elle permet aux personnes de laisser des renseignements sous leur nom ou de manière anonyme. Et même lorsqu'elles le font de manière anonyme, elles peuvent conserver un lien avec la FLD pour être recontactées le cas échéant, mais tout en cachant leur identité. Y compris des signalements audio, donc
avec des voix brouillées lorsque les personnes souhaitent rester anonymes. Donc ça peut paraître des précautions assez fortes, mais qui en réalité permettent aussi aux personnes d'avoir confiance dans le système. Et cette confiance, on la ressent de plus en plus, puisqu'on voit depuis 3-4 ans, chaque année, le nombre de signalements augmenter sur la plateforme Fairplay. Aujourd'hui, je dirais qu'on est environ autour de 200 signalements par an, et des signalements qui donc ont cru en nombre, mais aussi en qualité. C'est-à-dire de plus en plus de signalements sur du sport professionnel ou de haut niveau. Et évidemment, ce sont des bribes qui nous intéressent, parce que c'est elles qui vont nous permettre d'orienter ensuite nos investigations, d'orienter ensuite nos contrôles. Donc c'est absolument décisif, et je le dis d'autant plus que il faut casser cette image de corbeau, de délateur, etc. qu'on peut avoir sur une personne qui ferait un signalement, parce que là encore, l'idée n'est pas de signaler une personne, sauf évidemment lorsqu'on a des informations, mais parfois de faire part d'étonnements ou de choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, et qui peuvent paraître anodines de prime abord, mais qui parfois, nous, vont alimenter notre analyse des risques. Alors, nous parlions en début d'entretien des agences de lutte contre le dopage de chaque pays et de l'Agence mondiale antidopage. Est-ce qu'il existe malgré tout des pays qui ne jouent pas vraiment le jeu ? Alors, je pense notamment aux déclarations d'un ancien de l'AFLD qui a déclaré très ouvertement à la presse que des nageurs chinois ont pu participer aux JO de Tokyo alors qu'ils avaient été contrôlés positifs. Alors l'explication qui a été donnée est que la prise du produit incriminé était involontaire, mais en fait, quand on regarde les détails de la manière dont cela se serait prétendument produit, ça semble assez extravagant. Alors dans ce cas de figure, quels sont les recours que vous avez ? Est-ce que vous avez des moyens d'action en fait pour essayer de contrer cela ? Et est-ce que par rapport à ce manque de respect potentiel des règles, les nations sont au même plan d'égalité ? Alors, ce qu'il faut bien voir, dès lors qu'il y a une affaire qui surgit au niveau international sur ce qui aurait été vu comme une faille dans le système antidopage, c'est qu'il y a tout un système de garde-fous qui, j'allais dire, d'année en année, s'étoffe pour soit éviter ce type de situation, soit remédier à ce type de situation. En 2024, il y a eu l'affaire dite des nageurs chinois, mais quelques années auparavant, il y avait l'affaire russe, notamment dans le cadre des Jeux de Sotchi. Donc, régulièrement, on peut avoir ces soubresauts, entre guillemets, dans le système antidopage, qui ont un effet négatif, puisqu'évidemment, ça rompt la confiance que les sportifs eux-mêmes peuvent avoir dans le dispositif. Or, c'est absolument nécessaire, puisque s'ils acceptent toutes ces contraintes, parfois fortes sur leur vie personnelle, notamment à travers les obligations de localisation, c'est parce qu'ils ont conscience qu'ils participent à un dispositif dans le monde entier, et ils ont conscience que c'est pour le bon fonctionnement du système. À partir du moment où ils peuvent avoir des doutes sur ce système, ça érode la confiance et donc l'acceptation de ces règles. Donc, c'est vrai que tous ces scandales peuvent éroder cette confiance, et c'est à la communauté antidopage à chaque fois d'essayer de fixer de nouvelles règles ou de nouvelles mesures pour dire s'il y a eu un problème, on va essayer de faire en sorte qu'il n'arrive plus jamais par la suite. Et on l'a vu notamment après le scandale russe. Si je reviens sur le scandale nageur chinois, effectivement, on est encore dans le stade de la compréhension de ce qui s'est passé. Et en réalité, c'est un peu un millefeuille. Il y a plusieurs niveaux d'interrogation. Il y a l'interrogation de départ, qui est comment un certain nombre de sportifs chinois peuvent avoir un test positif à cette substance, la TMZ, dans des circonstances dont, de ce qu'on a pu en comprendre et qui étaient relayées par la presse, pouvaient paraître surprenants. Là où je suis toujours très modeste, c'est que beaucoup de situations nous sont parues surprenantes au premier abord dans les affaires qu'on avait traitées. Et parfois, à la fin, il s'est avéré que c'était exact. Donc, il faut toujours se méfier, parce que parfois, on est très loin des évidences. En tous les cas, effectivement, situation qui a laissé un peu de gêne, parce que le scénario était assez étonnant, et que, pour ajouter à cela, si j'ose dire, ça se passait dans un pays qui, évidemment, a de fortes chances, de gros espoirs en matière de médailles, et on l'a encore vu aux Jeux de Paris en 2024, et dans un contexte où une partie des investigations, justement pour essayer de déterminer l'origine de ce qui était avancé comme une contamination par l'agence antidopage du pays, Shinada, cette investigation a été faite par les services chinois. Donc c'est vrai qu'effectivement, on peut comprendre que de prime abord, il y a des interrogations qui surgissent, et d'ailleurs, la FLD, comme un certain nombre d'organisations antidopage, ont relayé ces interrogations qui ont été le reflet de ce que
pouvait poser comme question le mouvement sportif français ou le mouvement sportif même international. Donc ça, c'est le premier niveau. Ce qu'a toujours dit l'Agence mondiale antidopage, c'est, au fond, effectivement, il y a peut-être une part d'ombre, de doute, mais au vu des éléments qu'on nous a donnés, on n'avait en quelque sorte aucun élément en face permettant de contredire ce qu'on avançait. Et donc, à un moment, lorsque dans un temps très serré, il a fallu faire le choix de faire appel ou non de la décision de Shinada, puisque tout venait de là, Shinada qui n'avait pas poursuivi ses sportifs, qui avait en quelque sorte classé les affaires. Lorsqu'il a fallu décider pour l'AMA de faire appel ou non de ces dossiers, dans un délai assez limité, puisque c'est un délai d'1 mois, l'AMA, au final, n'ayant pas de scénario alternatif à ce qui était véritablement avancé par Shinada, a décidé de ne pas faire appel. Et c'est là que naît en quelque sorte le débat en disant mais est-ce que l'AMA aurait dû faire appel ou pas appel, etc. Je pense que dans cette affaire, au-delà de cette question précise, il y a 2 autres questions beaucoup plus fondamentales. C'est est-ce que toutes les procédures étaient en place au sein de Shinada, l'organisation antidopage chinoise, pour justement ne pas aboutir à ce type de résultat. La réponse, on l'aura dans un certain temps, puisque immédiatement après le déclenchement du scandale des nageurs chinois, l'AMA a décidé un audit de Shinada, de l'agence antidopage chinoise. Pour avoir connu les audits de l'AMA, je peux attester que ce ne sont pas des audits de papier, une vérification étape par étape des différents processus. Donc ça sera intéressant, à la suite de ce scandale, d'avoir sans doute un éclairage sur la manière dont procède Shinada. Éventuellement, l'AMA lui demandera de rectifier si jamais elle constate qu'il y a des processus qui ne sont pas conformes à ces fameuses règles internationales. Ça, c'est le premier niveau. Le second niveau, c'est est-ce qu'au final, tout a été fait en matière d'investigation pour vérifier que le scénario qui était présenté ne pouvait pas être en quelque sorte challengé par l'AMA. C'est là où le débat est sans doute le plus vif, et c'est sans doute là le plus compliqué à démêler à ce stade. Certains disant mais finalement l'AMA s'est limité en quelque sorte dans ses investigations. L'AMA répondant, sans doute à juste titre, oui, mais ceux qui prétendent, notamment d'autres organisations antidopage nationales, qui prétendent qu'ils ont des informations explosives, y compris parfois certains journalistes, mais l'AMA dit, mais donnez-les nous, et on poursuivra ces investigations. Et il faut bien dire que jusqu'à présent, à chaque fois qu'ils ont fait, semble-t-il, appel un peu à la bonne volonté de ceux qui prétendaient avoir des informations explosives, n'ont pas eu un grand succès, et donc on n'a pas davantage avancé sur les investigations. C'est sans doute ce qui est assez frustrant dans cette affaire, parce qu'on aimerait tous avoir le fin mot de l'histoire, sans doute les autorités chinoises elles-mêmes, pour clarifier ce dossier. Donc au final, si on veut voir un peu quand même l'aspect positif de cette affaire, qui quand même a défrayé beaucoup la chronique, c'est que d'une part, ça a prouvé une chose, c'est que aujourd'hui, contrairement à il y a peut-être 20-30 ans, on ne peut plus mettre sous le tapis des affaires d'antidopage, simplement parce que la régulation de l'Agence mondiale antidopage est tellement forte. Tous les échantillons sont enregistrés, suivis dans une seule application dans le monde entier, qu'à un moment, vous avez toujours quelqu'un qui va repérer un dossier, éventuellement le sortir et le pointer du doigt. Et c'est plutôt, à mon sens, une garantie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si on veut voir aussi un avantage, en quelque sorte, à cette situation, ce que ça a révélé, c'est qu'aujourd'hui, y compris par rapport à 2021, c'est à peu près hier en matière d'antidopage, mais même par rapport à 2021, on a de plus en plus de garde-fous pour lutter contre ce type de situation. Un exemple très simple, ce qui a beaucoup été contesté dans l'affaire des nageurs chinois, c'est que ces mêmes nageurs ont participé quelques semaines après aux Jeux Olympiques de Tokyo. Aujourd'hui, pour les Jeux de Paris, par exemple, de nouvelles règles ont été imposées par l'Agence de contrôle international, l'ITA, qui supervise le programme antidopage des Jeux Olympiques. Et par exemple, 1 an avant les Jeux Olympiques, l'ITA, donc l'Agence de contrôle international, a un programme d'experts qui vérifie concrètement tous les programmes antidopage des organisations nationales antidopage et des fédérations internationales. Et donc, qui, le cas échéant, va dire, mais ce sportif, vous ne l'avez pas assez contrôlé. Ce sportif, vous l'avez bien contrôlé en compétition, mais évidemment, au vu de sa discipline, il faudrait aussi le contrôler hors compétition. Donc, qui adresse des recommandations. Et si jamais ces recommandations ne sont pas suivies, l'ITA va pouvoir s'adresser à une autre organisation antidopage. Concrètement, si la fédération internationale ne fait pas des contrôles qui lui seront demandés par l'ITA, elle peut profiter d'être en contact avec l'organisation nationale antidopage pour dire
vous, c'est un sportif certes de telle discipline, mais c'est surtout un sportif de votre future délégation, donc allez le contrôler. Et si même cette organisation nationale antidopage du pays de la délégation ne le fait pas, on peut toujours demander à une autre organisation antidopage, typiquement la FLD, parce que beaucoup de sportifs sont venus s'entraîner en France pour s'acclimater quelques mois avant les Jeux. On peut très bien demander à la FLD de faire ce contrôle un peu pour pallier la défaillance d'autres organisations antidopage. Et ça, c'est assez inédit dans l'histoire des Jeux. Et ce qui est encore plus inédit dans l'histoire des Jeux de Paris, y compris par rapport aux Jeux de Tokyo, c'est que maintenant, l'Agence de contrôle international, l'ITA, avait 3 mois à compter de l'ouverture du village olympique, c'est-à-dire 3 mois en amont des Jeux, la compétence pour contrôler tout sportif qui allait participer aux Jeux de Paris 2024. C'est-à-dire y compris ceux qui n'auraient pas été suffisamment contrôlés, et notamment ceux qui n'auraient pas été suffisamment contrôlés par l'organisation antidopage. Donc on voit que même la situation de 2021, qui n'est pas si vieille, aujourd'hui, on a des moyens de vérifier ou de contrebalancer des défaillances du système. Donc oui, les nageurs chinois laissent, j'en suis conscient, un goût amer à un certain nombre d'observateurs de l'antidopage qui ont l'impression qu'il y a une part de mystère dans cette affaire qu'on n'a pas encore totalement percée. Mais le message positif qu'on peut porter, c'est même en l'espace de quelques années, on a réussi encore à resserrer les mailles du filet pour s'assurer que les sportifs qui vont aux Jeux Olympiques et Paralympiques notamment, puisque c'était le cas dans cette affaire, sont bien non seulement suffisamment contrôlés, mais correctement contrôlés. Eh bien, merci Jérémy pour toutes ces informations, c'était très intéressant. Avant de se quitter, j'ai une dernière question pour toi. Il existe aussi un dopage animal, donc quid de cette partie de votre travail, comment ça se passe? Et puis moi, le premier animal qui me vient à l'esprit, c'est le cheval, hein, mais j'imagine qu'il y en a d'autres. Alors effectivement, c'est aussi une partie de notre activité, l'antidopage animal. Alors, il faut être honnête, une activité bien plus marginale par rapport à la lutte contre le dopage humain. Essentiellement, 2 animaux sont concernés. Alors les chevaux, effectivement, tout le monde y pense, notamment pour l'équitation, mais également un autre animal, le chien de traîneau, puisque ça donne lieu également à des compétitions, notamment assez célèbres en France, dans les Alpes, par exemple. Donc c'est vraiment ces 2 types d'animaux qui sont concernés. Là encore, j'allais dire, les techniques antidopage pour les humains qui sont transposées pour les animaux, c'est-à-dire des contrôles antidopage. La seule spécificité, c'est qu'ils sont opérés pour des raisons évidentes par des vétérinaires. Prélèvements urinaires ou sanguins également. Des investigations antidopage. Donc parfois, nos enquêteurs également vont s'intéresser moins à des humains qu'à des animaux, en tout cas à leurs propriétaires ou aux personnes qui s'en chargent. Et c'est vrai que le dopage animal a un peu moins de champ d'action pour nous, puisque, par exemple, sur les 12 000 prélèvements en 2023-2024, le dopage animal concernait environ 300 prélèvements. Donc on voit que c'est une activité assez marginale, pour laquelle on essaie de développer nos outils, y compris le renseignement et les investigations, parce que c'est un sentiment personnel, mais ce qui est souvent très révoltant dans le dopage animal, c'est que, alors autant on parlait de dopage intentionnel, non intentionnel, par négligence, le dopage animal, par définition, c'est toujours du dopage non consenti pour l'animal, et parfois avec des méthodes qui, effectivement, donnent des hauts le cœur. Donc il y a une préoccupation également, j'allais dire, de bien-être animal, mais même encore plus fortement de lutte contre la maltraitance animale qui est assez forte. On n'est pas compétent pour toutes les courses de chevaux, par exemple les courses hippiques, c'est véritablement la Fédération nationale des courses hippiques qui gère ce système-là, puisqu'on a un système de jeu et de paris. En revanche, pour tout ce qui est le sport avec un animal, c'est-à-dire l'équitation, le polo par exemple, ou le course de chien de traîneau, dans ce cas-là, la FLD est compétente et met à disposition tous ces outils qu'elle a pu développer ces dernières années en faveur du dopage humain ou de la lutte contre le dopage humain. Peut-être un point qui est toujours intéressant, la particularité de dopage animal, c'est que l'Agence mondiale antidopage n'existe pas. Et on le voit, parce que là où on a fait d'énormes progrès en matière de dopage humain, ou secteur dans lequel on communique spontanément avec les autres agences nationales, on sait qu'on a des interlocuteurs dans tous les pays, on sait qu'on peut communiquer avec les fédérations nationales, en matière de dopage animal, il n'y a pas d'agence mondiale antidopage, et on voit bien que lorsqu'il n'y a pas un régulateur international, on avance moins vite. Et donc ça rejoint toute notre question sur finalement le bilan qu'on peut faire de ce quart de siècle en matière de coopération internationale, l'antidopage. Eh bien, souvent je dis que pour mesurer ce qu'on a pu faire en matière de dopage humain, il faut juste regarder ce qui se passe en dopage animal et on voit qu'on est bien moins avancé qu'en matière de dopage humain.
Merci Jérémy, au plaisir de se retrouver pour parler de lutte antidopage. Il y a encore beaucoup d'autres sujets à aborder. On le fera certainement dans d'autres épisodes. Merci. Merci. Les podcasts de l'INSEP, les acteurs de l'ombre. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.